tout d'abord, comme tous les autres interlocuteurs, je voudrais remercier Fabrice et le Conseil scientifique pour l'invitation. Je dois avouer que je suis fascinée, émerveillée et très reconnaissante à l'effort de pédagogie que vous avez tous fait. Et pour moi, c'est un des ateliers les plus interdisciplinaires que j'ai jamais fait de ma vie. Pourtant, j'ai fait de l'interdisciplinaire, puisque la turbulence, comme vous le verrez, ça s'applique à beaucoup de domaines. Et donc, un grand merci. Et personnellement, j'ai retiré beaucoup de choses de cette conférence. Alors, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de singularité physique de la turbulence. Et à dessin, en jaune, je vous ai mis une petite phrase de Sir Horace Lamb, qui traduit en français pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Et il dit « Je suis un vieil homme et quand je mourrai et que j'arriverai devant Saint-Pierre, il y a deux questions fondamentales que je lui poserai. La première, c'est comment on arrive à faire l'électrodynamique quantique. Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on arrive à décrire, à comprendre, à décrire la turbulence. Et au sujet de la première question, je suis plutôt optimiste. Voilà. Donc, en général, ça c'est le genre de phrase qu'on met en haut de nos demandes de financement, des choses comme ça, en espérant que du coup on nous finance. Et jusqu'à présent, je dois avouer que c'était plutôt contre-productif, sans doute parce que les gens pensent que les gens qui font les demandes de financement ne sont pas au niveau des gens qui ont essayé de faire la turbulence avant. Donc si ceux-là n'ont pas réussi, et nous, il y a peu de chances qu'on réussisse. Et c'est aussi contre-productif pour une deuxième raison, c'est que maintenant vous prenez n'importe quel physicien très fort dans un domaine, et puis il voit des petites phrases comme ça, il dit « Ah, un problème non résolu, les autres n'ont pas résolu ce problème parce qu'ils sont trop cons et qu'ils ne connaissent pas assez, moi je vais y aller, je vais résoudre ». Et donc au cours des années, on a eu tous les physiciens les plus célèbres que vous pouvez imaginer qui sont venus en turbulence, qui nous ont dit « Je vais vous expliquer, je vais faire ça ». Ils ont fait ça, ils se rendent compte que ça ne marche pas, ils repartent et on a eu beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation et la turbulence n'a pas plus avancé pour autant. Voilà, et vous verrez que la plupart des choses qu'on connaît en turbulence en fait sont très très vieilles et datent des années 40. C'est assez incroyable. Et vous verrez au cours de mon exposé quelques noms célèbres qui vont apparaître. C'est leur petite contribution à la turbulence. Voilà. Et j'ai aussi mis cette phrase pour souligner la difficulté à laquelle j'ai été confrontée, puisque tout à coup j'ai réalisé, comme nous l'a bien fait remarquer Fabrice, que je devais expliquer le sujet dont, à part Saint-Pierre, personne n'avait la compréhension, à une vaste assemblée de gens qui ne faisaient pas de la turbulence, et parfois qui ne faisaient même pas de la physique. Il pouvait y avoir des philosophes. Alors, du coup, j'étais fort ennuyée, et je me suis dit comment je vais faire pour réussir ce tour de force. Donc la première règle est évidente, et on l'a déjà mentionné, c'était qu'il fallait que j'élimine tout le jargon possible de mon exposé. La deuxième règle, c'est mettre sous le tapis toutes les difficultés. Donc dans mon exposé, je ne parlerai pas des difficultés numériques, des difficultés expérimentales, des difficultés de calcul. Je vous montrerai des résultats qui, après beaucoup de digestion, auront l'air très simples, mais dont certains sont assez compliqués à obtenir. Et bon, mais ça, c'est pas suffisant, parce que quand on se retrouve confronté à des philosophes, et finalement, je regrette qu'il n'y a pas de philosophes dans l'Assemblée, bon, parce que j'ai fait un gros effort, on se dit, bon, il faut trouver un dénominateur commun avec le philosophe, et j'ai pas de chance. Moi, je suis née dans les années 70, à l'époque, donc voilà, je suis en terminale dans les années 80, c'est là où j'ai fait l'année de philosophie de ma vie, et pas de chance, ma prof de philosophe cette année a eu un problème avec sa cocotte minute, elle lui a expliqué, elle a exposé à la figure, ce qui fait que j'ai eu à peu près 3 mois de philosophie dans ma vie. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 mois de philosophie dans sa vie? On fait la caverne de Platon. Bon. Donc, c'était le seul outil que j'avais à ma disposition pour expliquer la turbulence à un philosophe. Bon, alors, je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de vous expliquer la caverne de Platon, parce que même en 3 mois, on n'a pas eu vraiment le temps de comprendre toutes les subtilités de la caverne de Platon. Donc, je l'ai un peu transformé. Et je vais vous expliquer la turbulence à travers un fil qui ressemble à la caverne de Platon, dans lequel j'ai remplacé le bien souverain et puis les petits montreurs de marionnettes par le système physique, le lac là par le modèle mathématique. J'ai collé l'expérimentateur dans la caverne, le pauvre. C'est là où il fait ses mesures physiques, avec le peu de moyens qu'il a à sa disposition. Et puis le philosophe, bien sûr, est remplacé par le théoricien. C'est lui qui fait les allers-retours entre le vrai monde et puis le monde des mesures, et puis qui essaye de faire un sens de tout ça. Alors, le système physique, on va commencer par le système physique. De quoi je vais vous parler? Essentiellement, aujourd'hui, je vais vous parler de tourbillons. Parce que la turbulence, c'est un monde de tourbillons.
Alors je vous ai montré cette petite image, c'est pour vous montrer pourquoi la turbulence c'est à la fois si important et si difficile. Vous regardez ici toutes sortes de tourbillons dans l'univers. Donc en haut à gauche, vous avez des tourbillons dans un superfluide. Donc taille moyenne des tourbillons 10-10 mètres, d'accord. Et puis en passant par le tourbillon de salle de bain, les cyclones, les tourbillons à la surface du Soleil et le tourbillon de la galaxie, 10 puissance 17 mètres. Donc vous avez 10 puissance 27 d'échelle de grandeur de tourbillons possibles, donc avec toutes sortes de physique, physique quantique et cosmologie et relativité générale. Bon. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Alors, à la surface de la Terre, c'est une échelle un peu intermédiaire. Des tourbillons, il y en a partout. Donc ici, vous en voyez sur l'océan. Donc ça, c'est des photos satellites qui sont prises. Et à gauche, vous avez les tourbillons dans l'atmosphère. Et on peut les voir grâce à la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc vous voyez, il y a des tourbillons, ils sont très jolis. Ils sont organisés de façon un peu bizarre. Puis ce qui vous frappe tout de suite, c'est que vous voyez, même sur la Terre, il y a des tourbillons à toutes les échelles. Donc on pourrait se dire, comment c'est organisé dans les échelles. Et donc, très curieusement, la première mesure de cette organisation dans les échelles a été faite en 1962 dans l'océan, au large de Vancouver, à partir de mesures de vitesse prise dans le sillage d'un bateau, au large de Vancouver. On peut faire un spectre d'énergie, on regarde l'énergie en fonction du nombre d'ondes, et bien sûr, on tombe sur quelque chose d'autosimilaire. Il y a une hiérarchie dans l'espace des échelles. K-5 c'est le spectre de Kolmogorov. S'il y a une chose dont vous avez entendu parler en turbulence, probablement, c'est cette chose-là, qui caractérise une organisation des tourbillons de toute taille que vous voyez ici. Bon, alors là, j'ai défini mon système physique, donc c'est les tourbillons, la turbulence. Maintenant, je vais m'intéresser à quelles mesures physiques on peut faire, les pauvres physiciens expérimenteurs dans la caverne, qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre ces tourbillons. Alors, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup progressé. Les premières mesures de turbulence que je vous ai montrées en 62, c'était juste des mesures locales. On avait une composante de la vitesse en un point au cours du temps. Et déjà, on a réussi la plupart de la physique, la turbulence vient de ces seules mesures. Mais maintenant, grâce au progrès des techniques expérimentales, on a accès à beaucoup mieux. C'est-à-dire que ici, vous voyez notre expérience de turbulence, en gros, c'est un cylindre rempli d'eau, et puis on l'agite de chaque côté avec des turbines. Ça fait, donc comme les turbines sont contrarotatives, au milieu, ça fait une couche de cisaillement. Il y a deux grandes vitesses qui vont l'une contre l'autre. Vous voyez, l'écoulement moyen, il est en haut à gauche, ça ressemble à un espèce de gros tourbillon de salle de bain. Et pour faire des mesures dedans, ce qu'on fait, c'est qu'on ensemence avec des petites billes en verre, qu'on illumine de façon périodique assez rapprochée avec un laser, et on prend des photos avec des caméras très rapides, donc ici dans notre expérience 4 caméras rapides, pour suivre les particules en temps réel. Et à partir de là, une fois qu'on a la position en fonction du temps, on peut facilement trouver la vitesse, l'accélération, etc. Bon, vous imaginez bien que c'est quelque chose d'assez compliqué de reconstruire à partir de 4 caméras les positions en 3D des particules. Je vous passe en gros une campagne de mesure, ça nous met 3 ans pour avoir les champs de vitesse que vous voyez ici. Donc ici, vous voyez des mesures en 2D, et à côté, vous avez des mesures en 3D. Vous voyez les positions de 40 000 petites particules dans un parallélépipède de 5 cm par 5 cm par 0,5 cm. Et vous avez les positions résolues en temps et en espace. Bon. On a tous les problèmes dans SOFIA parallèle, super résolution, etc. J'en passe et des meilleurs. Voilà, mais on est capable de faire des mesures. Et bien sûr, maintenant, si je fais comme on a fait dans le vrai système, dans l'océan, si je reconstruis l'énergie en fonction de l'échelle, on a un magnifique spectre de Kolmogorov, comme dans le vrai système physique. Donc, qu'est-ce que je fais à partir de ça? Alors déjà, il y a une première chose qui est intéressante, c'est que vous voyez, ce spectre de Kolmogorov, il est en K-5, puis à partir d'un moment, il commence à couper à une certaine échelle. Et cette échelle, elle est très importante, on l'appelle échelle de Kolmogorov, parce que ça vient du spectre de Kolmogorov, et elle est déterminée seulement par deux choses. Et j'y reviendrai, ça va être le transparent d'après. Elle est déterminée par la viscosité du fluide et par la quantité d'énergie qu'on met dans le fluide. D'accord ? Il y a un ajustement qui se fait entre les deux, et la coupure qu'on a, elle se fait à partir de là. Alors c'est très important. C'était quoi les couleurs des points
Alors les couleurs de points, c'est-à-dire on a dû faire 4 expériences différentes, à 4 résolutions différentes pour... en fait, le problème de cette imagerie que je te dis, c'est que ça te donne à peu près qu'une décade en échelle de vitesse. Donc pour avoir 4 décades de mesure sur le spectre, on est obligé de faire 4 résolutions différentes. Oui. Il y a aussi une coupure à petit... Oui, alors j'y viens. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce spectre de Kolmogorov, il est relié à une physique simple que vous connaissez tous. C'est la première loi de la thermodynamique. Et peut-être qu'on vous a appris dans vos études l'expérience de Joule. Moi, personnellement, on ne me l'a pas appris et je l'ai découverte assez tardivement que c'était en lien avec la turbulence. Donc, je vous rappelle, Joule, en 1840, il veut prouver le premier principe de thermodynamique. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend une machine avec, là, vous voyez, c'est une coupe en plan. En fait, il y a des petites pales qui tournent. J'ai découvert après qu'en fait, c'était une machine à laver. En fait, il a pris une machine à laver, qu'il a remplie d'eau. Il a plongé un petit thermomètre à un endroit pour mesurer la température. Et il a contrôlé la vitesse avec laquelle il faisait tourner la petite pale qui agite l'eau, avec un système de poulie qui lui permet de peser très précisément, enfin de mesurer très précisément la force mécanique appliquée à l'intérieur du liquide. Et donc c'est comme ça qu'on a défini la calorie, hein, l'application de 772,24 foot-pound force. Alors je suis désolée, c'est en anglais. Ça doit être des livres par pied. Bon, ça fait 4,155 kcal. Et c'est défini de telle sorte que ça fait une élévation de 1 degré Fahrenheit de la température dans le fluide. Donc en fait, un fluide turbulent, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'une machine qui transforme l'énergie mécanique que vous appliquez en faisant tourner les petites turbines en chaleur. Et donc, donc ça, on a pu le mesurer d'ailleurs dans notre expérience. Pour ça, il faut faire une expérience très bien calorifugiée, etc. Donc on a fait ça dans de l'hélium à très basse température. On a fait ça à Grenoble. Ici, à droite, vous voyez par exemple les points bleus, c'est les points calorimétriques. On a mesuré la chaleur qui s'échappait de notre expérience en régime stationnaire. Et en rouge, c'est justement la puissance qu'on a injectée pour maintenir cet état stationnaire. Donc vous voyez que cette grosse expérience-là, on a une assez bonne corrélation à différents régimes de l'expérience. Bon, c'est pas parfait, donc ce qui me fait dire que peut-être que la définition de la calorie étant donné que son expérience n'était pas très bien calorifugée, etc., je ne suis pas sûre que en fait, la définition de la calorie était très précise. Bon. Mais c'est pas le sujet maintenant. Juste ce que je veux dire, c'est que donc on a pu vérifier que notre expérience turbulence est une très bonne convertisseur d'énergie mécanique en énergie thermique. Et donc finalement, la manière dont on peut voir un écoulement turbulent et cette cascade d'énergie, c'est juste que les tourbillons sont un moyen trouvé par la nature pour transformer l'énergie mécanique en chaleur. Et donc la coupure que tu voyais à gauche, Didier, qu'est-ce que c'est? Typiquement c'est la hauteur des pales qui servent à faire tourner la turbine. Donc typiquement c'est l'échelle à laquelle l'énergie mécanique est injectée. Donc après il y a des tourbillons qui forment des plus petits tourbillons, etc. Et ils forment des tourbillons jusqu'à la plus petite échelle. Ici l'échelle de Kolmogorov, en fait, c'est l'échelle à laquelle la viscosité commence à agir et être capable de dissiper l'énergie. Et donc cette cascade d'énergie, on appelle une cascade d'énergie, elle traduit la conversion de l'énergie mécanique en chaleur. La chaleur représentant l'énergie cinétique qui est arrivée dans des degrés de liberté plus petits que notre échelle de résolution. Bérangère, une question très naïve. Est-ce qu'on peut mesurer la chaleur produite Oui, là. C'est la valeur bleue. Ah, ok, pardon. Pour ça, il faut que tu isoles extrêmement bien ton expérience. Et après, tu maintiens la température dedans et tu regardes quelle chaleur tu es obligé d'extraire dans ton expérience pour arriver à ça. Et c'est pour ça qu'on a utilisé de l'hélium, parce que l'hélium, ça se thermalise très vite, comme c'est un très bon conducteur. C'est des manips très très difficiles, enfin, si vous comprenez par rapport au setting de Joule. Bon. Voilà. C'est de l'hélium, oui, c'est de l'hélium liquide proche du point superfluide, d'ailleurs, parce que du coup, on a pu faire des mesures aussi dans l'hélium superfluide. C'est à une température d'environ autour de 1,7 degrés Kelvin. Ah oui, c'est des sacrées expériences. C'est pour ça que je vous dis, je passe toutes les difficultés. Hein. Là, on parle, il n'y a plus de difficultés, je vous donne juste le résultat, ça a l'air très simple. Voilà. Alors, la deuxième chose que je voudrais faire remarquer, vous voyez, il y a un spectre autosimilaire des tourbillons. Donc là, n'importe quelle personne qui est physicienne se dit ah bah oui, mais la turbulence, c'est très facile, il y a une autosimilarité, ça doit être un truc assez trivial, il y a une hiérarchie.
Et en particulier, vous voyez, si je fabrique une certaine vitesse, dans l'espace physique, une vitesse à une échelle L, donc par exemple, je prends une différence de vitesse entre deux points, ça traduit le fait que sûrement, ça va comme L puissance 1 tiers. Du coup, ça va être une organisation assez simple. Alors ça, grâce à notre manip, on a pu vérifier que ce n'était pas vrai. Et c'est une mesure assez compliquée, c'est basé sur la loi des grandes déviations, et ça vient d'idées justement de Giorgio Parisi, ce que certains d'entre vous connaissent bien. Donc vous voyez, un premier grand physicien qui s'est impliqué. Et on peut mesurer par exemple la probabilité qu'une vitesse à l'échelle L aille comme L puissance H, pour voir si c'est vraiment un tiers, le vrai truc. Puis vous voyez, ici c'est le puits de potentiel qui correspond à la distribution de probabilité. Vous voyez que ça fait une espèce de gaussienne, bon, autour d'une valeur qui est pas très loin de 1 tiers, mais qui n'est pas exactement égale à 1 tiers. Puis, il y a d'autres valeurs que 1 tiers qui sont avec une probabilité non nulle. Bon. Donc ça veut dire que ça explique un peu pourquoi les arguments basés sur le groupe de normalisation n'ont pas marché. Parce qu'il y a une brisure, une brisure essentielle de la variance d'échelle dans la turbulence, et qui n'est toujours pas comprise à l'heure actuelle. Bon. Ça a bien marché, non? Pardon? Ça a bien marché, quand même. C'est un tiers que la courbe noire, c'est un tiers? La courbe rouge, c'est 1 tiers, et le puits, il est à côté de 1 tiers. C'est 0,37. D'accord? Ce qui fait que rien ne marche, c'est le 0,04. Pourquoi? Bon, d'accord? Voilà. Bon, alors, donc là, il y a des tas de... Déjà, grâce aux mesures physiques, on a mis des tas d'ingrédients au sujet de la turbulence, et donc on demande aux théoriciens de nous construire le modèle mathématique qui va nous faire comprendre tout ça. Alors, donc si je regarde ma boîte de conserve remplie d'eau, bon bah... c'est pour n'importe quel liquide. C'est pour n'importe quel liquide, oui. Je pense qu'il y a une universalité entre les liquides pour les théories. On va voir. Alors, justement, pour l'instant, le théoricien, il n'est pas... nous, les expérimentateurs, on a dit on voit ça dans tous les liquides. Voilà, expliquez-nous. Voilà. Donc, un théoricien. Donc, je lui montre ça. Donc, le théoricien, ce qu'il va faire, la plupart des physiciens, ce qu'ils font, c'est une démarche extrêmement fructueuse de la physique, c'est de décomposer, d'aller à l'échelle la plus fine qu'on puisse observer et d'essayer de remonter à la physique à partir de là. D'ailleurs, soit dit en passant, je ne pense pas que ça marche pour la vie. C'est peut-être pour ça qu'il y a une différence fondamentale entre la vie et la physique. Bon, donc, je regarde mon petit bocal rempli d'eau, je mets un microscope, qu'est-ce que je vois? Il y a des molécules, et et si je regarde, encore une fois, les échelles, la gamme d'échelles entre ces molécules et puis ma petite boîte de conserve, les molécules, disons que je vais quand même pas jusqu'au niveau des quarks, hein. Donc, c'est une taille typique 10-10 mètres, et puis j'ai ma petite boîte de conserve qui fait 10 cm. Donc là, si je regarde le nombre de degrés de liberté, en gros, je fais la plus grande taille sur la plus petite au cube. Donc j'ai des 10 puissance 27. Bon, là, le physicien il me dit, je vais quand même pas te modéliser ton système avec 10 puissance 27 molécules, parce que dans ma boîte à outils, j'ai la mécanique quantique, mais bon, appliquer la mécanique quantique sur 10 puissance 27 molécules. Donc ce que fait le physicien théoricien, il applique des coarse graining. En fait, le physicien, c'est une RBM naturelle, hein. Il applique des coarse graining systématiques sur les équations de la physique pour trouver l'équation que tu veux à l'échelle que tu veux. Donc on passe de la physique quantique à la physique statistique. Bon, on arrive au nombre d'Avogadro, c'est mieux qu'avant, mais c'est encore trop grand. Donc c'est encore pas suffisant. Donc à partir de la physique statistique, on applique un coarse graining supplémentaire pour arriver à la physique des fluides. Alors juste pour vous signaler, cette approche elle est extrêmement fluctueuse, puisque je suis passé de 10 puissance 27 degrés de liberté à 10 puissance 7 dans notre expérience, dans les mesures qu'on fait. Grâce à ça, ça fait une grosse réduction de la dimensionnalité. Vraiment, le RBM, ça marche bien. Bon, je vous passe sur les détails, juste pour vous signaler que pour faire ça, il y a quelque chose de très important pour le théoricien, c'est qu'il faut qu'il y ait une espèce de séparation d'échelle, et qu'on puisse faire une séparation entre des mouvements qui sont rapides et à petite échelle, et une échelle un peu plus macroscopique où les mouvements sont plus lents, et cette séparation d'échelle est très importante. Et ce que je vous dirai après, c'est que dans la turbulence, après, une fois qu'on est arrivé à ce coarse graining-là, il n'y a plus de séparation d'échelle, et du coup, ça explique pourquoi... oui, certaines difficultés. Oui. Dans ce passage-là qui mène jusqu'à la physique des fluides, Ouais. la réductionniste,
Il y a une notion à un moment d'équilibre local qui... Oui, il y a des... Oui, parce que ce que je te dis, c'est les échelles de temps. Ce que je te dis, c'est les échelles de temps. Oui, ah bah, attends. Le théoricien, il fait son petit travail de RABM, après, on voit. Bon, donc bon, vous le savez sans doute, on fait tout ce petit truc, et à quoi on arrive? On arrive à l'équation de Navier-Stokes que j'ai mis là, qui est très simple. C'est une équation très simple. Div de U égale 0, et dtu plus U grad U égale moins 1 gradient de P, plus nu Laplacien de U. C'est juste F égale M gamma, hein, sauf que les forces, c'est la force de pression et la force de viscosité. Voilà. Il y a un paramètre essentiel pour la turbulence qui est ça. Vous voyez que là, il y a la viscosité du fluide, il y a la ρ. Bon, à partir de maintenant, je prends ρ égale 1 parce que comme c'est des fluides incompressibles, on s'en fout. Et le paramètre essentiel, en gros, c'est le rapport entre le U grad U, qui est le terme qui fait du désordre dans la turbulence et qui fait la plupart de nos problèmes, et le terme en U Laplacien de U, qui est plutôt un terme qui fait de l'ordre, d'accord, puisqu'il a tendance à écraser tous les gradients et à faire tendre la vitesse vers 0. Donc le rapport entre les deux, c'est une vitesse caractéristique fois une taille caractéristique divisée par la viscosité. C'est ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Et ce qui est absolument, un principe absolument fondamental en mécanique des fluides, pour répondre à ta question, c'est que deux fluides avec le même nombre de Reynolds ont les mêmes comportements. S'ils ont le même nombre de Reynolds, ils ont exactement le même comportement, à conditions limites égales. D'accord ? Et on a pu le vérifier dans notre expérience, puisque avec la même expérience, on a fait des mesures avec de l'eau, avec du glycérol, avec du sodium liquide et avec de l'hélium superfluide, et tous les points se recouvraient, on avait des continuités de mesure. Bon. Voilà, donc le théoricien, il est content, il nous a proposé un modèle mathématique. Est-ce que nos mesures physiques vérifient ce qu'il dit? Donc, on essaye. Est-ce que les équations de Navier-Stokes sont un bon modèle du système physique? Donc, on a vérifié ça. Alors, vous voyez ici, la date, c'est 2021. Alors, ça, vous pouvez vous dire, mais c'est incroyable. En fait, les équations de Navier-Stokes ont fêté leurs 200 ans en 2023. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a attendu tout ça? Ça fait 200 ans. Et puis, tout le monde utilise Navier-Stokes et je ne sais pas quoi. Ben, c'est parce que, encore une fois, c'est grâce aux progrès expérimentaux et numériques. On a des énormes ordinateurs maintenant et des méthodes d'intégration des équations de Navier-Stokes bien meilleures qu'avant. On a des expériences avec des super moyens de mesure. Et donc, pour la première fois, on peut faire une vraie comparaison entre des mesures en laboratoire et des mesures du modèle mathématique. Alors, on a eu beaucoup de mal à publier cet article parce que les reviewers étaient des ingénieurs qui nous ont dit, mais enfin, où est le problème? On le sait. Bon. D'accord, c'était une évidence pour tout le monde. Les équations de Navier-Stokes marchent tellement bien que c'est une évidence pour tout le monde. Voilà. Donc ici, vous voyez, qualitativement, vous voyez les trois composantes de la vitesse dans un plan. En haut, c'est le laboratoire, en bas, c'est la simulation, enfin, c'est le modèle. Vous voyez qu'on obtient les mêmes images, mais si on fait quantitativement et qu'on regarde les profils à un endroit, c'est vraiment très quantitatif. Dans les barres d'erreur et tout ça, le modèle reproduit exactement les mesures. C'est magnifique. Bon. Alors, donc la question c'est, ben voilà, la turbulence est résolue, où est le problème? Pourquoi on a besoin de faire appel à Saint-Pierre? Alors voilà, c'est marqué en haut, Reynolds 10 puissance 3, voilà, Reynolds 10 puissance 3. Hein. Et pour le faire, on a utilisé l'ordinateur en bas. Hein. Alors vous allez vite comprendre pourquoi, et Bard va vite comprendre pourquoi on épuise toutes les ressources de l'IDRIS. Bon bah voilà, est-ce que le problème est résolu puisque ça marche? Alors, le problème numéro 1, en fait, ça vient de la physique. Donc là, je vous ai montré un sujet simple, c'est une expérience de laboratoire à Reynolds 1000. Mais maintenant, des fluides turbulents, comme je vous ai dit, il y en a partout. Et puis, par exemple, l'atmosphère, il est aussi turbulent. Et le problème, c'est que l'atmosphère, il y a beaucoup d'échelles différentes. Donc, l'échelle la plus grande, donc vous voyez, la plus petite échelle, c'est ce qu'ils appellent les petits tourbillons. Ils ont des temps caractéristiques de secondes à 10 minutes. Ils ont des tailles environ 2 mètres. Et puis, si on va aux plus grandes échelles, en passant par les cyclones, on va plus loin, il y a les fronts météo ou des grandes circulations à la surface. Vous arrivez à une gamme d'échelle entre 5000 km et 2 mètres et des secondes à des semaines ou voire plus. D'accord, il y a une très grande gamme d'échelles. Bon, et de façon générale, voilà, je peux vous donner plusieurs systèmes juste pour que vous voyez. Donc, dans notre expérience, la plus grande échelle, c'est 10 cm, la plus petite, l'échelle de Kolmogorov, 0,4 mm. Autour d'une aile d'avion, c'est 10 mètres versus 0,06 mm.
Et donc l'atmosphère, je vous ai dit, 6000 km et 6 mm, enfin bon, si vous comptez vraiment les tout petits hélices, ça fait 6 mm. Et donc, donc la question que je vais me poser, c'est, de toute façon, j'ai le modèle, donc je devrais être capable de simuler tous ces systèmes en les mettant sur l'ordinateur. D'accord? Bon, alors on va faire un petit calcul ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire simuler sur un ordinateur? Donc, pour simuler, j'ai mon équation, il faut que je la discrétise. Et une fois que je la discrétise, je la fais tourner sur un ordinateur. Et donc d'abord, il faut que je brûle du temps CPU. D'accord? Et c'est la première condition. À chaque itération, j'ai besoin de brûler du temps CPU. Et deuxièmement, pour pouvoir exploiter les données, il faut que je les sauve. D'accord? Donc il y a à la fois de la mémoire et du temps CPU pour appliquer le modèle. Donc, on peut faire des petits ordres de grandeur en disant, si on prend BlueJean, qui était à l'époque où j'ai fait ces petits calculs, le plus grand ordinateur disponible, on peut dire que s'il faut gérer 6 puissance 19 mailles de ma simulation, ça met à peu près une semaine de temps CPU. Et puis, pour stocker l'information venant de 10 puissance 8 mailles, ça coûte 2 TB, donc ça fait un petit disque comme vous en transportez dans votre sac. D'accord ? Donc chaque itération de l'équation de Navier-Stokes, chaque temps caractéristique. Alors j'applique le petit truc, donc j'ai mes chiffres, j'ai dit que le nombre de mailles qu'il faut pour simuler, voilà, c'est la règle, c'est la plus grande sur la plus petite au cube. Donc dans ma manip, ça fait 10 puissance 7. Autour de l'aile d'avion 10 puissance 16, vous voyez qu'on commence à s'approcher du nombre d'Avogadro. Puis alors dans l'atmosphère, on est même au-dessus du nombre d'Avogadro, 10 puissance 27. Donc sans surprise, j'essaye de faire ça avec le modèle. Donc vous avez vu que c'était possible. 2 heures de CPU, un disque pour chaque temps caractéristique. Donc en faisant cramer beaucoup de temps sur l'IDRIS, quand même, on arrive à avoir des simulations de notre expérience. Bon, alors maintenant, l'aile d'avion, ça me coûterait 20 000 années de CPU et 100 milliards de disques. Bon, là, déjà, on se rend compte qu'on comprend pourquoi les avionneurs ne font pas tourner Navier-Stokes pour faire leurs avions. Et puis alors, l'atmosphère, là, c'est carrément 10 puissance 15 ans de CPU et 10 puissance 19 disques. D'accord? Donc, même si on avait l'ordinateur assez puissant, rien que le fait qu'on a 10 puissance 15 ans de CPU, ça veut dire qu'on ne pourrait pas faire tourner le temps plus vite que l'écoulement du temps. On ne pourrait pas faire tourner la météo plus vite que l'écoulement du temps. Donc la météo ne sert à rien. Enfin, l'équation de Navier-Stokes n'est pas bonne pour prédire la météo. Parce que pour prédire la météo, il faut que j'arrive à calculer le temps qui passe plus vite que l'écoulement du temps. Bon. Voilà, donc le théoricien il est bien gentil, mais il m'a donné un modèle qui est inutilisable pour les cas qui nous intéressent. Bon, pas de souci, le théoricien va dire, écoutez, c'est très simple, je vais faire un coarse graining de plus. Je vais considérer que les entités de base, c'est des petits tourbillons. Je fais un coarse graining, je te donne un modèle et c'est bon. Alors le problème, c'est qu'on a à l'heure actuelle aucune... vous voyez, quand on est passé de la mécanique quantique à la physique statistique, à la mécanique des fluides, on avait des techniques qui marchaient, des techniques de séparation d'échelle ou des techniques de renormalisation ou des choses comme ça. Aucune de ces techniques ne marche sur l'équation de Navier-Stokes parce qu'il n'y a pas de séparation d'échelle, parce qu'elle parle d'échelle, parce que patati patata. Tous les grands noms de la physique ont essayé diverses stratégies, ils n'ont pas réussi. Donc, et pourtant, vous me direz, mais écoutez, excusez-moi, les avions volent, on prédit la météo. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que, en fait, on fait des modèles empiriques, on fait un petit bidouillage dans son coin, qui n'a aucun fondement théorique, aucune systématisation. Et donc, comme on a fait un petit bidouillage dans un coin, il y a des paramètres ajustables. Et puis, on a de la chance, on a des expériences de laboratoire, on a des souffleries. Donc, par exemple, pour les avions, je te bidouille un petit modèle avec 5, 6, voire 10 fois 25 paramètres ajustables. Dans le climat, il y a 300 paramètres ajustables. Et puis, après, je fais des expériences de laboratoire très poussées. Et puis, j'ajuste le paramètre exactement au cas qui va, mon aile d'avion avec tel profil, etc. Mais comme c'est des petits modèles bidouillés, le problème, c'est que ce n'est pas universel. Donc, le modèle qui va marcher pour l'aile d'avion de l'Airbus, il ne va pas marcher pour la météo, etc. Bon. On pourrait se dire, on s'en fout, les avions volent, on n'a qu'à faire un truc pour tous les trucs qui nous intéressent. Donc ça, sur la Terre, ça va. Mais maintenant, si vous voulez prédire la turbulence dans les étoiles, dans les trous noirs, là, vous aurez du mal à faire votre expérience. Bon. Donc, c'est ça l'enjeu physique important de la turbulence, c'est de trouver la machine de Boltzmann qui va pour nous faire le coarse graining. Bon, ceci dit, quand même, pour vous convaincre, le coarse graining, ça marche. Nous, on en a fait un pour nos conditions. On a fait tourner notre petit modèle. Donc, on est arrivé à des Reynolds de 10 puissance 5. Et vous voyez que qualitativement, et même quantitativement, on a bien les bons champs de vitesse. Donc,
Si on arrive à trouver le bon modèle, mais on a dû bidouiller un peu les constantes et faire des choses. Donc, heureusement qu'on avait l'expérience pour calibrer, en quelque sorte. Bon, donc, on peut dire notre ami théoricien, il nous a un peu aidé, mais bon, il n'a pas vraiment résolu la turbulence. Le problème majeur maintenant pour que ça marche, c'est de trouver le coarse-graining qui marche pour obtenir les méta-équations qui nous permettent de gérer tous les degrés de liberté. Combien est-ce que vous avez de paramètres ajustables pour un Reynolds 10 puissance 5 et qu'est-ce que c'est les paramètres ajustables? Les paramètres ajustables, typiquement, la plupart des modèles de turbulence reposent sur l'idée qu'on rajoute l'équivalent d'une viscosité turbulente. Donc, et une viscosité, c'est jamais tellement plus compliqué que ça. Une viscosité, c'est le produit d'une longueur par une vitesse. Donc, avec des outils, on calcule une vitesse typique, par exemple en prenant le gradient local et je sais pas quoi. Mais après, comme c'est un argument plus ou moins dimensionnel, on rajoute un paramètre alpha devant et qui peut valoir n'importe quoi entre 10 puissance. Enfin, si on ne s'est pas trop trompé, il va être d'ordre 1, mais pour avoir sa vraie valeur, on fait une mesure expérimentale et on l'ajuste. Donc à la fin, il y a combien de paramètres comme ça à ajuster? Dans notre modèle, il y en a très peu parce qu'on a trouvé un moyen d'ajuster. En fait, il n'y en a pas. Il me reste qu'un. En fait, il s'auto-ajuste de façon à conserver l'énergie. Mais dans les paramètres de climat, il y en a 300. Donc on pourrait se dire, bon, quand même, il va y avoir un espoir, on va pouvoir arriver à faire ce coarse-graining. Bon, je ne sais pas pour l'instant, mais il n'y est toujours pas arrivé. Mais il y a quand même un problème numéro 2, et là, c'est un problème mathématique, qui est le suivant. Alors, ce problème mathématique, il est relié au Millennium Problem. Vous n'êtes pas sans savoir, sans doute, que la turbulence fait partie des 7 problèmes, les 7 problèmes non résolus des mathématiques. Et il y a même un prix de $1 million pour résoudre ce problème. Et pourquoi est-ce qu'il y a un problème? C'est que, faisons les choses simplement et prenons Navier-Stokes en une dimension. Donc ça s'appelle l'équation de Burgers. Et puis je fais la viscosité, donc il y a aussi une viscosité, je la fais qui tend vers 0. Et je regarde ce qui se passe quand je pars d'une condition initiale régulière. Je pars d'une condition initiale régulière, vous voyez l'évolution qui défile en fonction du temps. Au bout d'un temps fini, qu'est-ce qui se passe? Cette condition initiale régulière se transforme en singularité. Vous voyez, vous avez une présence de ce qu'on appelle un choc, c'est-à-dire il y a une discontinuité dans la vitesse. À un endroit de l'écoulement, la vitesse peut prendre 2 valeurs. D'accord? Il y a un delta fini entre l'échelle à x moins epsilon et x plus epsilon. Bon, la physique est assez comprise, je ne reviens pas, mais pourquoi ça pose un problème, ces singularités? C'est comme vous l'avez vu, on perd en gros l'unicité de la solution, puisque vous avez vu dans le modèle 1D, en un point, on peut avoir 2 vitesses différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Laquelle il faut choisir? En 3D, qu'est-ce que ça veut dire cette unicité de solution? Ça veut dire que si je fais une simulation numérique, je ne suis pas sûr qu'il y ait une singularité quelque part dans les équations de Navier-Stokes, je ne suis pas sûr de capturer la bonne solution. Et imaginez que je suis un avionneur et je design une aile d'avion, je fais une simulation numérique pour valider, d'accord? Et puis je dis, bon, bah, c'est bien, j'ai trouvé la solution numéro 1, l'avion vole, je suis content, je lance le dispositif de fabrication, et puis je fais voler l'avion, et puis l'avion, il passe au-dessus de la mer, et puis tout à coup, bah, la nature, elle fait ce qu'elle veut, elle choisit la mauvaise solution, qui fait que la portance, tout à coup, diminue dramatiquement, l'avion se chute, et bon, oui, bah, ça c'est un scénario catastrophe, mais... Donc du coup, ça veut dire que conceptuellement, ça veut dire que l'équation de Navier-Stokes n'est peut-être pas le bon coarse-graining, d'accord? Parce qu'une équation avec une singularité. Et donc là, on peut avoir 2 solutions. Là, j'en ai mentionné qu'une, mais depuis que je suis à Carzay, j'ai trouvé une deuxième solution. Ça voudrait dire, bon, bah, on s'est gouré. Dès qu'il y a une singularité, ça veut dire qu'il faut revenir en arrière. Et peut-être qu'il faut revenir soit à l'équation de Boltzmann, voire à Schrödinger pour calculer les solutions de Navier-Stokes. Donc c'est un peu embêtant hein, parce qu'on va perdre beaucoup de degrés de liberté. On va passer pour l'aile d'avion 10 puissance 20, pour le climat 10 puissance 27 à 10 puissance 50. Donc je ne sais pas comment on va gérer tous ces degrés de liberté. Une deuxième solution, ça peut être, comme disait Armand, je sais pas quoi, d'expansionner, enfin de faire une prolongation, je ne sais plus c'est quoi le terme exact, une prolongation de l'équation de Navier-Stokes. Et donc c'est un peu aussi ce que disait Rémi, là, en faisant un très grand espace, on ouvre très grand l'espace, mais on fait des techniques de parcimonie. Il y a peut-être des moyens de résoudre ce problème maintenant qu'on n'avait pas avant. Bon. Mais
quand même, juste pour dire pourquoi est-ce qu'il faudrait se fatiguer, quand même, est-ce que vous avez des indices de singularité moi, quand je parle à des physiciens qui me disent, que je leur dis que je cherche des singularités, ils me regardent comme si j'étais complètement folle. Alors quand même, on en a. Je vous ai... Oui. Là, tu as montré que Burgers 1D, il y a des singularités. Oui. Mais 1D, bon, c'est 3D, Navier-Stokes a des singularités. Bah, écoute la fin de mon talk, Didier. Justement, voilà la réaction typique. Typique, Didier typique. Voilà. Alors pourquoi je suis là et que je me fatigue voilà. Alors prenons la dissipation d'énergie dans von Karman. Donc je vous ai dit, on a fait des études très poussées. Vous voyez, on a fait des plages d'ordre de grandeur infini, puisqu'on a fait entre 10 puissance 2 et R infini, en prenant de l'hélium superfluide. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, j'ai fait tourner mon expérience, j'ai mesuré la dissipation d'énergie, et voilà le graphe que j'obtiens. Alors, vous vous demandez là, qu'est-ce qu'elle veut dire là? Pourquoi il y a deux branches là? Qu'est-ce que c'est ces deux branches? Ces deux branches, en fait, ça correspond à des fois on tombait sur la branche du bas, des fois on tombait sur la branche du haut, et on s'est rendu compte que ça correspondait à deux types de solutions. Dans les mêmes conditions expérimentales, quand on fait tourner notre expérience, il y a deux types de solutions. Une qui correspond à la situation où tout le fluide en haut tourne avec la vitesse de la turbine du haut, tout le fluide du bas tourne avec la vitesse de la turbine du bas, ça va, ça c'est la solution normale que j'appelle l'avion vol. Mais il y a une solution contre-intuitive dans laquelle tout le fluide tourne avec à la vitesse de la turbine du bas ou à la vitesse de la turbine du haut. Et comment se fait le raccord avec... elle a complètement oublié, la turbine du haut ou du bas est complètement décrochée. Elle n'influe plus sur l'écoulement. Ça, c'est très très bizarre. C'est un truc de brisure de symétrie. On a passé 10 ans là-dessus, à étudier avec des outils de la physique statistique. Enfin, c'était très intéressant. Mais en tout cas, c'est un truc bizarre qui est une première indice d'existence de singularité. Oui. Et quand tu fais l'expérience comme ça, tu as autant de fois la solution, tu tombes dans la catégorie bas ou dans la catégorie... Alors, en plus, il y a une mémoire des conditions initiales. Ça dépend comment tu as préparé tes conditions initiales. Si tu les prépares en faisant tourner exactement la turbine du haut et du bas à la même vitesse, tu tombes toujours sur celle du bas. Et puis, si tu attends suffisamment du haut, elle peut tomber sur celle du haut. Mais si tu prépares avec une petite imprécision, tu tombes sur celle du haut avec la solution et sa symétrique. Enfin, il y a toute une zoologie. On peut se mettre dans des conditions où ça saute entre les différentes... C'est fantastique, ce système. Mais bon, c'est un peu inquiétant pour les équations de Navier-Stokes. Et puis alors, bon là vous voyez, pour rigoler, et pour les avions. Là ici, j'ai mentionné Polyakov. Alors Polyakov, il voit ça, il dit, ouh là là, mais vous voyez, il y a quand même un truc là sur la branche de gauche, vous dissipez proportionnellement à la viscosité, et là vous dissipez sans viscosité. Donc vous avez une brisure spontanée de la symétrie T'-T. Bon, donc c'est pour ça que Polyakov a appelé ça, il a dit que c'était une anomalie de dissipation. Alors on entend ça, on dit, il y a peut-être un boson de Higgs alors dans la turbulence, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors je suis complètement, je ne connais rien en physique des particules, donc je ne vais pas vous faire de boson de Higgs, mais moi je vais faire un truc plus simple, je vais dire, mais quand même, moi, mon interprétation, c'est quand c'est plat comme ça, il y a des gradients qui divergent dans la turbulence. Parce qu'en effet, la dissipation de vitesse, c'est le produit de la viscosité par les gradients au carré. Et donc, si vous dites que ce produit tend vers une constante quand nu tend vers 0, vous voyez que les gradients au carré, la moyenne des gradients au carré sur mon expérience va comme 1 sur nu, et donc ils divergent quand nu tend vers 0. Donc il y a au moins un endroit, Didier, dans l'écoulement, où j'ai un gradient qui diverge dans Navier-Stokes. Ça, c'est une preuve expérimentale. Bon. Mais quand on établit l'équation, on suppose que ça ne peut pas se passer, justement. Ah, alors, mais non, mais attends, les mathématiciens répondent à tout. Alors... Les petites discontinuités, même dans la courbe du bas. Ça, c'est des problèmes expérimentaux. Attends, c'est pas significatif. non, c'est des mesures expérimentales, excuse-moi. Des problèmes de calibration. Non, c'est pas significatif. Des problèmes de calibration, parce qu'il faut qu'on enlève le bruit, je sais pas quoi. Bon. Voilà. Donc, alors, là, on en vient à un troisième très très grand physicien, Hans Sager lui-même, 1949, qui lui avait vu la présentation de cette courbe, ces résultats, on le sait depuis très longtemps, et qui tout à coup a sorti une phrase, voilà, en 3 dimensions, il existe un mécanisme de dissipation complète de l'énergie cinétique, même sans l'aide de la viscosité. Bon, alors donc il a dit ça en 1949, il a fait un petit calcul sur un coin, il l'a envoyé au plus grand spécialiste de la turbulence à l'époque, personne n'a compris.
Donc c'est resté. Donc lui, il avait d'autres choses à faire, hein, résoudre le modèle d'Ising, machin. Bon, donc il est parti ailleurs. Mais c'est resté comme ça et personne n'a rien compris. Jusque dans les années 2000, où il y a un mathématicien qui s'appelle Raoul Robert qui s'est dit, qui lui avait compris ce qu'avait fait Navier-Stokes, ce qu'avait fait Onsager, comme beaucoup d'autres mathématiciens, et qui s'est dit quand même c'est dommage, il faudrait qu'on l'explique aux physiciens. Donc pour expliquer ça, il a dit, pour que vous compreniez ce qui se passe, on va faire un petit bilan local d'énergie, mais en supposant que les solutions ne sont pas régulières. D'accord ? Et quand on suppose que les solutions ne sont pas régulières, il y a des choses qui ne marchent pas, comme par exemple l'intégration par partie. Il y a des tas de petites choses qui ne marchent plus. Il faut faire un formaline assez spécial. Et quand on fait ça, on a ici, on a encadré un petit bilan d'énergie, avec des termes qui sont tout à fait traditionnels, dont on avait l'habitude, la variation d'énergie cinétique temporelle, la divergence, enfin un flux, la dissipation par la viscosité tout à bout. Et vous avez le petit terme D2U, là, c'est un nouveau terme qui apparaît qu'aucun de nous n'avait jamais vu. Et ce terme-là, il a une forme assez simple, c'est la limite quand L tend vers 0 du gradient d'une fonction test fois le cube de cette différence de vitesse entre deux points. D'accord ? Alors, pourquoi c'est intéressant ? C'est dimensionnellement, si vous dites que delta U va comme L puissance H, D de U, c'est la limite quand L tend vers 0 de L puissance 3H moins 1. Donc si la solution est régulière H égale 1, ça tend vers 0, d'accord ? Il n'y a pas de dissipation liée à la viscosité, liée aux singularités. Si H est entre 1 tiers et 1, ça tend vers 0, il n'y a pas de dissipation liée à la viscosité. Mais la frontière, c'est H égale 1 tiers. D'accord ? S'il y a des H plus petits que H égale 1 tiers, il peut y avoir une dissipation qui est liée aux singularités et du coup qui n'aura rien à voir avec la viscosité. Donc ça, c'est la conjecture d'Onsager. Vous voyez, elle a été démontrée mathématiquement en 2018. Donc vous voyez le temps qui s'est écoulé entre les trucs. Bon, alors, donc, moi je vous ai montré, on a fait des mesures des H locaux, je vous ai montré qu'il y en avait en dessous de H égale 1 tiers. On en a tout un petit paquet. Donc ça veut dire qu'on a, probablement des singularités dissipatives dans notre expérience. Et donc, le problème, c'est d'aller les chercher. Alors, d'aller les chercher, d'abord, c'est compliqué parce que vous voyez ici, ça c'est la physique à petite échelle, là où il peut y avoir les singularités. Vous voyez, c'est un réseau de spaghettis, c'est très compliqué. Donc c'est une botte de foin, et moi je voudrais un détecteur pour trouver une aiguille dans une botte de foin, une singularité. Et en fait, elle nous est donnée par ce calcul de Duchon-Robert parce que ce terme D2U, en fait, si vous regardez, c'est un terme qui il vaut 0 s'il n'y a pas de singularité et il ne tend pas vers 0 s'il y a une singularité. Et en plus, d'un point de vue expérimental, c'est un terme génial parce que c'est le gradient d'une fonction test fois ma mesure, et donc ça veut dire qu'il n'induit pas de bruit. C'est un détecteur que je peux appliquer directement sur mes mesures pour être sûr que ça n'induit pas de bruit supplémentaire. Alors juste, je vous ai mis en bas ce que ça fait sur l'équation de Burger. Vous voyez qu'il s'allume, les endroits jaunes, c'est l'endroit où le détecteur s'allume. Il s'allume pile poil à l'endroit, quand je fais descendre les échelles, où il y a la singularité. Donc j'ai plus beaucoup de points, plus beaucoup de temps, donc il faut que je vous montre ce qui se passe dans Navier-Stokes, parce que sinon Didier va dire, tu m'as... Donc je fais la même chose que dans Burger, j'applique mon petit détecteur, je descends les échelles, et je regarde est-ce qu'il y a des endroits où mon détecteur s'allume. Alors il y a des endroits, vous voyez là, dans l'espace des échelles, à droite, vous avez des petites langues qui se concentrent à certains points particuliers. Donc on est allé regarder ce qui se passait à ces points. Donc ça implique faire des mesures expérimentales à l'échelle de Kolmogorov, vous imaginez le bazar. Et puis typiquement, voilà, on est capable de détecter les structures qui correspondent à ces quasi-singularités. Donc on a été très surpris, ça correspond à des structures assez particulières, des endroits proches des endroits où il y a des tourbillons assez allongés, des choses comme ça. C'est surtout proche des endroits ici, vous voyez, où il y a des dynamiques. Bon là vous voyez peut-être rien du tout parce que l'écran ne se prête pas, mais on a constaté que c'était à l'endroit où il y avait des tourbillons qui étaient en interaction. Donc ces singularités, si elles existent, sont reliées aux endroits où les tourbillons sont en interaction. Donc la question finale, sur laquelle est-ce qu'on tient notre boson de Higgs? Est-ce qu'on a démontré qu'on a des singularités? Alors, pas tout à fait, parce que là, pour l'instant, on est arrivé juste à l'échelle de Kolmogorov. Et ce qu'on peut montrer, c'est que ces singularités, si elles existent, donc on est juste à la limite du H égale 1 tiers, d'accord? Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de voir H plus petit qu'un tiers. Et si on veut voir ça, il faut qu'on descende sous l'échelle de Kolmogorov. Et donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on a augmenté l'échelle de notre manip. Pourquoi? C'est parce que notre système de mesure, là, avec les caméras et tout ça, lui, il a une résolution fixe. Pour l'instant, les caméras, elles n'ont pas une meilleure résolution. Les lasers, ils ne sont pas mieux. On ne peut pas mieux observer. Donc, on a une résolution fixe de 0,4 mm dans nos mesures. Donc, si on veut aller en dessous de l'échelle de Kolmogorov,
on est obligé de zoomer l'expérience. Voilà. Donc on a zoomé l'expérience, on l'a multiplié par 5, vous imaginez, hein, c'est un truc monstrueux, 1 mètre de diamètre, etc. Avec ça, on espère aller à Kolmogorov sur 5 pour voir si on a vraiment vu quelque chose. Parce que si maintenant on voit quelque chose à Kolmogorov sur 5, là même les gens qui font de la turbulence vont être convaincus. Parce que la plupart des gens qui font de la turbulence, ils sont tellement convaincus qu'il n'y a pas de singularité et tout ça, qu'ils arrêtent leur simulation numérique à l'échelle de Kolmogorov. Ils ne calculent même pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Donc Navier-Stokes a bientôt 200 ans. Mais bien sûr, on a encore beaucoup de travail. Et voilà, je vous ai passé toutes les difficultés techniques, numériques, expérimentales. Mais comme vous voyez, on a eu besoin d'au moins toutes ces personnes pour faire le travail que je vous ai présenté. Et encore, bon, c'est basé sur le travail de beaucoup de personnes. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Moi, je n'ai pas bien compris. Les singularités, elles existent dans l'équation de Navier-Stokes ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut revoir l'équation de Navier-Stokes ou simplement revoir la façon dont on essaie de l'étudier? Alors, pour l'instant, les mathématiciens ne peuvent pas te donner la réponse. Normalement, il n'y a que eux qui peuvent te donner la réponse. Voilà. Nous, ce qu'on a montré, c'est que pour l'instant, on ne peut pas totalement les exclure. Voilà. Donc, on va descendre en échelle. Si on voit toujours quelque chose, on dira on ne peut toujours pas les exclure et ça devient de plus en plus probable qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose de louche. Mais dans tous les cas, à mon avis, ça veut dire qu'il faut revoir complètement notre façon que si on veut faire des simulations de Navier-Stokes, il ne faut pas utiliser Navier-Stokes, il faut utiliser quelque chose de mieux. Parce que s'il existe vraiment des choses qui vivent sous l'échelle de Kolmogorov, pour ceux qui font des simulations numériques, c'est catastrophique. Parce que ça veut dire que eux qui s'arrêtaient toujours à l'échelle de Kolmogorov, déjà il faut qu'ils aillent au moins à Kolmogorov sur 5 ou Kolmogorov sur 10. Enfin, ils ne savent pas très bien jusqu'où s'arrêter. Donc le coût en calcul devient prohibitif. Même Reynolds 10 puissance 3, on ne peut plus le faire. Donc ce qu'on est en train de réfléchir là, à ce moment, c'est peut-être faire un modèle à 2 fluides de la turbulence et dire les grandes échelles jusqu'à Kolmogorov, c'est un écoulement plus ou moins régulier, donc je le simule avec Navier-Stokes. Et puis à petite échelle, j'ai introduit des petites particules que nous on a appelées des pinçons. Donc c'est des petites singularités de Navier-Stokes qui peuvent interagir entre elles et qui sont véhiculées par le fluide. Et si tu fais ça, du coup, parce que les endroits qui sont potentiellement singuliers, ils sont assez rares, tu vois. Ils descendent très profond en échelle, mais ils sont assez rares. Donc du coup, tu pourrais limiter le coût de calcul à quelques petites particules bien placées, enfin, qui s'allument au bon moment et qui sont véhiculées par le fluide et qui après dissipent l'énergie, avec une simulation de Navier-Stokes normale. Voilà. C'est une piste parmi d'autres. Hein. L'autre truc, ça serait vraiment de trouver la machine de Boltzmann. Maintenant que j'ai vu l'exposé de Rémi, je rêve de la machine de Boltzmann universelle qui me fait monter de la mécanique quantique au-delà de Navier-Stokes avec différentes layers et je sais pas quoi, le potentiel qui va bien. Oui. Philippe, donc tu parles de singularité, c'est des singularités de vitesse, c'est ça? Oui, c'est la vitesse qui diverge. Et donc vous, pour la mettre en évidence, vous faites des mesures locales, c'est en tout point avec vos particules. Oui. Je me posais la question, est-ce qu'une mesure un peu plus intégrale avec les ondes serait, tu vois, où on travaille sur un temps de trajet alors, on le fait. Alors, en fait, tu as raison. On fait en fait, pour les détecter, on a 2 types de trucs. Donc, c'est une description eulérienne, où là, tu regardes des instantanés de champ de vitesse et tu utilises ce détecteur. Mais tu peux aussi la détecter. Il y a des mathématiciens qui ont montré que s'il existait des singularités, il se passe quelque chose de très bizarre sur les trajectoires de particules au niveau de ces singularités. C'est-à-dire que, donc vous savez, la turbulence, tout le monde dit c'est du chaos. Vous savez que dans le chaos, si je prends 2 conditions très proches, elles vont avoir tendance à diverger exponentiellement. Donc c'est une très grosse divergence, mais de façon quand même proportionnelle à la distance initiale. S'il y a une singularité, tu prends 2 particules très proches, elles arrivent au proche de la maison, elles divergent, alors de manière beaucoup plus douce, c'est-à-dire c'est algébrique, c'est cubique, mais de façon indépendante de leur séparation initiale. Il y a une perte totale de mémoire des conditions initiales. Donc les théoriciens appellent ça la stochasticité spontanée. Tu as une stochasticité spontanée qui est induite
dans les trajectoires des particules au voisinage de cette singularité. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, puisque notre dispositif nous permet aussi de traquer toutes les trajectoires des particules. Avec le lérien, on sait dans quelle zone se mettre, et puis avec les trajectoires des particules, on peut regarder si on détecte cette stochasticité spontanée. Question de Barbara et ensuite Fabrice. Moi j'ai une question naïve. Là c'est des fluides homogènes. Et est-ce que ça joue un rôle, le degré d'homogénéité dans le fluide? Alors après, il y a toute une série de résultats mathématiques sur différents fluides. Est-ce qu'il y a des singularités ou pas? Nous si tu veux, on est vraiment dans notre caverne. On a déjà beaucoup de mal, tu vois, à comprendre le cas le plus simple. Donc on s'est concentré sur ça. Mais par exemple, tu vois, en astrophysique, il y a beaucoup de fluides compressibles. En fluide compressible, c'est sûr, il y a des singularités, c'est les chocs, c'est la chose la plus normale. Donc, par exemple, les fluides compressibles, il y a des chocs. Après, des fluides très inhomogènes, je ne sais pas, il peut se passer n'importe quoi, mais je ne sais pas. Mais je veux dire, comme vous êtes obligé d'aller à des granularités de plus en plus petites, est-ce que le fait que vos fluides sont soi-disant homogènes, mais en réalité... Là, c'est des histoires d'échelle de temps, si tu veux. Là on est à des échelles de longueur et de temps de plus en plus petites, mais on reste toujours à une échelle où on peut considérer que le fluide est homogène, bien sûr. Après, si tu descends en dessous, de toute façon, Navier-Stokes, c'est plus valable, tu dois revenir à Boltzmann. Et dans Boltzmann, il n'y a pas de singularité. J'ai une question qui n'est pas vraiment physique, mais je suis surpris que tu invoques le boson de Higgs, parce que j'ai souvent entendu les gens de physique des milieux continus qui disaient que Higgs et Englert c'était des escrocs et que Landau avait tout fait. Et, donc, alors justement, tu as raison, Landau a tout fait, parce que c'est Landau qui a trouvé le premier, les quantités que j'appelle les pinceaux, en fait c'est des solutions de Landau. C'est lui qui a trouvé, s'il y a une singularité de Navier-Stokes, quelle est sa forme. Quelle est la forme qu'elle devrait avoir, d'après les propriétés de Navier-Stokes et tout ça. Et donc, on les a appelés des pinçons parce qu'on ne voulait pas appeler encore Landon ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, et Landau, il a assez de trucs. Donc, on les a appelés des pinçons. Mais Landau avait déjà ces particules. On ne devrait pas les appeler les bosons de Higgs, on devrait les appeler des Landons. Oui, Landau avait tout fait, y compris ça. Une dernière question? Oui, moi, juste une question naïve, suivant celle de Barbara. Elle a deux choses. Coriolis, les forces de Coriolis jouent un rôle dans tes manips, et deuxièmement, la taille des billes ou la surface. Comment ça, tu as dû les résoudre, j'imagine. Ouais. Alors, Coriolis, ça joue pas de rôle sur notre manip. Pour que Coriolis, c'est très difficile de voir Coriolis sur la surface de la Terre. Il faut faire des manips très calibrés, etc. Dans notre laboratoire, il y a quelqu'un qui a vu Coriolis, mais c'est en utilisant du superfluide. Il a vu Coriolis. Donc nous, Coriolis ne joue pas de rôle. Par contre, les billes, c'est très important. Tu vois, pour qu'on puisse dire qu'on a un bon système de mesure, déjà, il faut que notre bille, elle suive bien la vitesse. Donc il faut qu'elle soit de la même densité et qu'elle ait une bonne, des bonnes échelles de temps par rapport au temps de la turbulence. Et d'ailleurs, ça nous pose un problème conceptuel parce qu'on voit bien que si on est au voisinage de singularité, les vitesses vont devenir très grandes. Et donc à un moment, la bille, elle va arrêter de suivre l'écoulement. Donc tu vois, expérimentalement, on est limité. On sait qu'on ne pourra jamais aller jusqu'au bout de la singularité. Donc ça pose un problème. Voilà. Les états de surface et tout ça, tu vois, ces billes, c'est annexe. On en a besoin parce qu'on veut qu'elles suivent l'écoulement et on a besoin qu'elles soient assez petites pour que les tâches de dérive, les machins, pour qu'on ait de la très bonne résolution, pour qu'on atteigne une très bonne résolution pour avoir la vitesse très très bien résolue dans l'espace. Donc nous, on serait prêt à abandonner les billes. Hein, si tu... Ah, c'est 10 microns là. C'est des petites. Là, elles sont en verre, mais il y en a en polystyrène. Ça dépend. Chacun a ses. Elle peut être chargée. Voilà. Et les problèmes expérimentaux qu'on a, c'est aussi est-ce qu'elles vont s'agréger. Toi, si elles s'agrègent, c'est très mauvais. Donc, des fois, on est obligé de foutre du surfractant pour éviter qu'elles s'agrègent. Enfin, on a toutes sortes de problèmes. Je vous ai passé toutes les difficultés techniques. Hein. Ah là, il y a des thèses entières et des années de choses qui ont été faites sur ça. Des algorithmes de reconstruction, c'est un machin. Enfin bon, c'est. Ouais. Parfaitement à l'heure, donc je propose qu'on s'arrête là et qu'on vous remercie.